Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule SMED. J'ai l'honneur aujourd'hui d'être avec le professeur Bourhma. Professeur Bourhma qui est gastro-entérologue et spécialisé en endoscopie interventionnelle à l'hôpital Ibn Sina de Rabat, au service de médecine C plus précisément. Et aujourd'hui, on va parler de comment réaliser une bonne coloscopie. Bonjour professeur. Bonjour, c'est Amine. C'est un plaisir d'être avec vous. Plaisir partagé, professeur. Donc, avant de commencer une coloscopie, on sait qu'il faut réaliser une bonne préparation. Donc, notre première question, professeur, est selon vous, quelle est la préparation idéale? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs protocoles. Ouais. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller en tant qu'expert? Effectivement, la préparation, c'est la première étape pour réussir une coloscopie. Et comme vous savez, donc, toujours une coloscopie est précédée d'une consultation pré-coloscopie qui est une recommandation. Et on va prendre cette occasion de consultation afin de bien expliquer aux patients l'intérêt de la préparation colique. Bien sûr, il y a plusieurs types et procédures de préparation. Actuellement, ce qu'il faut recommander, c'est le split dosing, c'est-à-dire de séparer la préparation en deux, c'est la veille et la deuxième dose 5 heures avant la coloscopie. Mais dans notre pratique, c'est vrai, j'utilise les deux préparations. La préparation classique qu'on utilise essentiellement lorsque j'ai un patient à passer l'après-midi. C'est-à-dire il va commencer la préparation le jour même, le matin, vers 16 heures du matin. Donc, ça donne un petit peu de qualité de vie par rapport à une préparation la nuit. Donc, les patients ne vont pas dormir la nuit, à l'opposé de la préparation le même jour. Donc, ça permet d'avoir un patient bien réveillé. La deuxième préparation, la préparation en split dosing, le patient va prendre la préparation la veille, la moitié la veille et la moitié 5 heures avant, précisément vers 4 heures ou 5 heures. De telle façon qu'il termine la préparation 2 heures avant l'anesthésie. C'est en général les protocoles qu'on utilise. Parfait. Merci beaucoup, professeur. Donc, après avoir préparé mon patient, je commence ma coloscopie. Donc, quand je commence ma coloscopie, j'arrive au niveau du sigmoïde, qui est un segment mobile. Ouais. Et là, la plupart des jeunes médecins vont rencontrer des problèmes, notamment le bouclage. Ouais. Donc, quelles sont vos astuces, professeur, pour déboucler et éviter le bouclage? Oui, effectivement. Surtout au début d'expérience, le premier problème qu'on rencontre ou que rencontrent nos résidents, c'est la boucle sigmoïdienne et comment faire monter ma coloscopie le plus haut possible. Donc, ce que je conseille à mes résidents, tout d'abord, il faut bien se positionner devant l'écran. Il faut avoir une posture qui est correcte avant de commencer la coloscopie. Si j'ai de la chance d'avoir un écran de rappel, il est préférable d'avoir la colonne d'endoscopie derrière l'endoscopiste et l'écran de rappel devant. Sinon, je peux avoir la colonne devant moi avec l'interposition du patient entre l'endoscopiste et la colonne d'endoscopie. Comme ça, je serai à l'aise et je progresse ma coloscopie tout doucement et tout sûrement. Première étape, il ne faut pas avoir une boucle à l'extérieur. C'est-à-dire, je dois garder mon tube allongé sur le lit du patient, de telle façon de progresser tout en poussant mon endoscope sans avoir une boucle externe. Pour progresser et franchir le sigmoïde, mes conseils pour mes résidents, c'est toujours avoir la lumière digestive à midi. Parce qu'on contrôle plus le up que le down. Et donc, chaque fois que vous avez la lumière qui n'est pas à midi, il faudra faire de torquing afin d'avoir la lumière à midi. Et comme ça, vous suivez votre lumière, toujours l'avoir à midi. Et c'est vrai, au début d'expérience, vous allez avoir difficulté à franchir le sigmoïde, mais parfois, avec le torquing, on arrive à le franchir. Mais ce qui est important, une fois on franchit le sigmoïde, il faudra le déboucler systématiquement. Parce que la boucle sigmoïdienne, comme vous savez, elle est pas fixe, donc elle est mobile, et donc ça crée facilement des boucles. Le plus souvent, c'est des boucles alpha, les plus fréquents. Donc, une fois vous avez franchi le sigmoïde, on déboucle systématiquement et on va reprogresser. Donc, comment savoir que j'ai bien débouclé ou pas? Il faudra réaliser ce qu'on appelle de one-to-one, c'est-à-dire tu dois pousser ton endoscope et ça va progresser sur l'écran, et retirer l'endoscope et ça va retirer sur l'écran. Donc, comme ça, on sait qu'on n'est pas en boucle. Donc, c'est la première étape. Et bien sûr, il faudra
une fois on est à l'angle colique gauche, le redéboucler encore une fois. Parce qu'une fois on commence à progresser vers l'angle colique gauche, on va reformer une deuxième boucle au niveau du sigmoïde. Donc, ce qui est recommandé par la plupart des experts en endoscopie, c'est lorsqu'on a franchi l'angle colique gauche, on doit avoir minimum 50 cm de la marge anale sur notre endoscope. Comme ça, on ne se connaît pas en boucle. Et bien sûr, il y a des experts qui cèdent une fois ils franchissent l'angle colique gauche, ils demandent à leur assistance d'appuyer sur l'abdomen afin de progresser, de ne pas reformer la boucle sigmoïdienne. Merci beaucoup, professeur. Donc, passé ce problème du débouclage, les jeunes gastro-entérologues trouvent un deuxième problème vers le sécom, et c'est l'intubation, c'est la cathétérisme de la dernière anse. Donc, par rapport à ça, est-ce que vous avez des conseils ou quelle technique favoriser par rapport à l'autre? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Donc, pour moi, pour retrouver, d'abord pour localiser la valve de Bourin, il y a deux astuces que j'utilise et je demande toujours à mes résidents de l'utiliser. D'abord, l'aspect de loin. Lorsqu'on est proche de sécom, on a l'aspect panoramique de sécom et on voit un peu la valve de Bourin qui est un peu jaunâtre. Donc, ça donne l'aspect qui est riche en graisse, en semi-queue. Donc ça permet d'identifier d'abord la localisation exacte de la valvule. La deuxième astuce, c'est de repérer l'orifice appendiculaire et de prendre l'aspect qui est arciforme, comme un arc, et de mettre une flèche sur l'arc. Donc, le fait de mettre une flèche sur l'axe, ça vraiment oriente vers la localisation de la dernière anse. Donc, les techniques pour cathétériser la dernière anse, il y a deux techniques. Soit on arrive à voir carrément les deux lèvres de la dernière anse, donc on va la cathétériser sous contrôle de la vue. Donc, je pense que c'est plus facile, c'est pas le cas la plus fréquente. La deuxième astuce, donc on va essayer de la localiser et on va être soit en parallèle, soit on va la dépasser avec 1 cm maximum et on va essayer de boucler ou de s'orienter, de béquiller notre endoscope vers la valvule tout en retirant tout doucement notre endoscope. Le plus souvent, on cède bien sûr soit à l'insufflation lorsqu'on commence à voir la muqueuse grélique, ou si on a de la chance d'avoir une pompe, bien sûr d'irriguer la dernière anse qui permet qu'elle soit bien dilatée et la franchir. Il y a d'autres méthodes qui sont un peu plus compliquées, d'utiliser une pince pour accéder à la dernière anse ou faire la rétrovision, mais c'est un peu difficile et risque d'avoir des complications. Okay. Donc là, on a terminé la première partie de notre coloscopie, donc on a réussi à cathétériser la dernière anse iléale. Maintenant, on va passer au retrait. Donc, alors le retrait, on sait qu'il faut être très attentif. Exact. Et donc, ce que je vous demande, professeur, c'est de nous donner vos conseils pour que nous, en tant que jeunes gastro-entérologues, on ne manque pas de lésions lors du retrait. Effectivement, donc le retrait, c'est une étape qui est le plus importante de la coloscopie. Il ne faut pas juste réussir la coloscopie en attendant le sécom, mais le but essentiel, c'est d'explorer le côlon en retirant notre endoscope. Première étape, c'est le sécom. Le sécom, il faut apprendre à diviser le sécom en 4 cadrans et explorer les 4 cadrans du sécom. Il faudra avoir les cadrans inférieurs et les 2 cadrans supérieurs pour ne pas oublier des lésions, parce que le plus souvent, ces polypes se cachent derrière la valvule ou derrière les plaies de sécom. Méthode de retrait, ce que j'utilise moi en pratique, c'est de réaliser vraiment un retrait avec des mouvements de rotation. C'est-à-dire, j'utilise aussi bien le torquing avec le up-down. Le fait d'utiliser le torquing avec up-down, ça permet de réaliser des mouvements de rotation de 360 et d'examiner vraiment les différents segments. Il ne faut pas hésiter, si j'ai un retrait rapide et j'ai passé un segment que je n'ai pas bien exploré, de rentrer bien sûr et d'explorer. Bien sûr, si vous avez de la chance d'avoir quelques gadgets qui permettent de faciliter l'exploration, comme l'endocave ou un capuchon terminal de l'endoscope. Ça permet bien sûr de bien explorer derrière les plis. Mais il faut prendre son temps, surtout si on est devant une suspicion tumorale ou un antécédent d'adénome dans la famille ou de cancer. Et bien sûr, la durée qui est recommandée ou préconisée, c'est au minimum 6 minutes au retrait.
Parfait. C'était la question que j'allais vous poser, mais vous avez répondu. Merci beaucoup, professeur. Merci énormément pour votre temps. Ça me fait plaisir d'être avec mon maître aujourd'hui pour discuter de ça. Avec plaisir, c'est Et merci à la SMED et je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup.